Le quorum est atteint. Nous avons deux qui ne sont pas physiquement présents, Charlotte Filon et François-Yves Le Thomas, mais nous avons deux procurations les concernant. Donc le quorum est atteint. Alors, je propose Dominique Sichet pour être le secrétaire de séance et je demande si le Conseil est d'accord pour cette proposition. Très bien. Dominique Sichet assurera le secrétariat de la séance. Avant de commencer ce conseil, je tiens à préciser qu'effectivement, il se déroule dans des circonstances un peu particulières dues au confinement. Je tiens à préciser que nous avons suivi scrupuleusement les recommandations de la préfecture, ce qui explique que le public n'est pas admis, ce qui explique également que les deux représentants de la presse sont admis. Et sur la recommandation de la préfecture, nous avons essayé de retransmettre le conseil par vidéo. C'est la première fois que nous retransmettons ce conseil par vidéo. Nous avons reçu les derniers équipements ce matin. Donc si jamais nous avions, pendant la séance, un problème avec la retransmission, je vous prierai de bien vouloir nous en excuser. Je tiens également à préciser qu'il avait été demandé si le conseil pouvait se faire par visioconférence et que ça n'est pas possible pour des communes comme Bréa. Ça n'est possible depuis le 1er novembre que pour les EPCI à fiscalité propre. Donc nous ne pouvions pas déroger à cette règle. Nous allons voir comment la pandémie évolue et nous nous préparerons, si jamais elle devait entraîner encore plus de dégradation, à pouvoir tenir un conseil en visio, au moins au niveau technique, d'ici le mois prochain. Voilà. Avec ces précisions, je vous propose de commencer maintenant l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020. Donc, la proposition de procès-verbal vous a été envoyée avec les documents de travail. Nous avions demandé un retour de commentaires pour ce matin de manière à pouvoir les intégrer éventuellement dans le procès-verbal. Je crois que nous n'avons pas reçu de commentaires. Néanmoins, si vous avez un commentaire à faire, non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Non. Très bien. Donc, je propose de passer à l'approbation du procès-verbal du 21 septembre 2020. Qui est pour? Très bien. Procès-verbal, merci. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Le deuxième point à l'ordre du jour, élection des membres de la commission mixte révision du PLU. Donc, je vous rappelle que nous avons un certain nombre de commissions mixtes composées d'une part d'élus et d'autre part de personnes apportant une compétence particulière sur un sujet défini. Donc nous souhaitons démarrer, compte tenu d'un nombre de demandes importants de problèmes liés au PLU, nous souhaitons démarrer cette commission. Je vous propose, concernant le vote des élus, d'utiliser le même processus que la dernière fois, c'est-à-dire qu'après avoir demandé qui était candidat, nous procéderons à un vote à main levée, si vous en êtes d'accord. Allez. Une question, monsieur le maire, si vous permettez. Oui. Vous nous proposez d'élire des élus à cette commission, mais cette commission n'est même pas créée. Justement, pour la créer, on crée des commissions mixtes où on met un certain nombre d'élus du conseil, Oui. Qui ensuite font appel à des personnes extérieures de manière à pouvoir constituer cette commission de travail. Nous l'avons fait déjà pour la commission environnement.
Nous l'avons fait pour la commission gestion des déchets, nous l'avons fait pour la commission SEM, et je vous propose aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on démarre ce travail, de le faire pour la commission modification, révision du PLU. Comme pour les autres commissions, nous proposons qu'il y ait 3 élus qui participent à cette commission. D'accord? Et donc, je demande qui se porte candidat à l'élection du poste d'élu dans la commission révision du PLU. Juste pour comprendre, oui, monsieur le maire, vous allez nous demander 2 votes. Un vote pour créer la commission et un deuxième vote pour les membres. Alors, si vous voulez, on peut faire ça en 2 fois, si vous voulez. C'est que cette commission n'existe pas dans le règlement intérieur et elle n'est pas créée. Très bien, alors nous allons commencer par un premier vote. Le fait de créer cette commission révision du PLU. Donc, qui est... Je suis désolé de faire du juridisme, mais la création d'une commission, c'est un point nouveau à l'ordre du jour par rapport à ce qui a été indiqué. Et donc, normalement, il faut d'abord voter pour l'inscription. D'accord. Voilà, d'accord. Et non, mais d'accord, c'est vrai que c'était pas à l'ordre du jour. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Je suis d'accord. Donc, il faut d'abord voter pour l'inscription à l'ordre du jour du point si le conseil municipal en est d'accord. très bien. Donc, je vous demande... Demandez au secrétaire général. Pardon? C'est la même règle pour les autres commissions. Ouais. Très bien. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord pour ajouter à l'ordre du jour, en point numéro 2, la création de la commission mixte révision du PLU. Qui est pour? Très bien. Donc, pour les personnes qui ont des procurations, il faudrait lever les 2 mains de manière à ce qu'on voit bien le nombre de... Donc, la création de cette commission est approuvée à l'unanimité. Non, pardon, c'est pas la création qui vient d'être approuvée, c'est le fait d'inscrire le point à l'ordre du jour. Et après, il y a Très bien. Donc, la création de la commission est inscrite à l'ordre du jour. Alors maintenant, nous allons passer au point numéro 2 bis, sur la création de cette commission. Donc, qui est pour? Qui est contre? Très bien. Donc, la création de cette commission est approuvée avec 8 voix pour et 3 voix contre. Donc, le point budgétaire, c'est maintenant l'élection des membres de cette commission mixte révision du PLU. Donc, je reprends, nous proposons qu'il y ait 3 membres élus participant à cette commission. Et je demande qui se porte candidat pour être membre de la commission révision du PLU. Donc, nous avons Gabriel Cogent-Prigent, nous avons Jean-Philippe Houtin. Pas d'autres propositions? Très bien. Donc, nous allons passer maintenant à l'élection de ces membres élus. Alors, on va faire ça membre par membre. Donc, qui est favorable à l'élection de Gabriel Cogent-Prigent à cette commission? Qui est pour? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Gabriel Prigent-Cogent est élu à cette commission avec 7 voix pour et 3 abstentions. Elle n'a pas pris part au vote. Pour l'élection de Jean-Philippe Houtin, qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Jean-Philippe Houtin est élu par 8 voix pour et 3 abstentions. Très bien, nous passons au point suivant de l'agenda, la construction de 2 logements communaux, de 2 logements sociaux par Côte d'Armor Habitat. Donc, nous avons eu quelques discussions préliminaires à ce sujet avant le Conseil, compte tenu du caractère confidentiel des informations relatives à ce sujet. Christophe, vous avez distribué les documents. Et donc, comme nous en avions discuté, nous allons vous distribuer 2 documents. Le premier étant une résolution qui a été prise par Côte d'Armor Habitat sur un principe. D'accord. Le deuxième document étant le plan de financement de la commune correspondant à cette proposition de projet. Je tiens à préciser que donc les informations financières concernant des chiffres doivent rester à ce stade confidentielles. Et donc je vous proposerai de poser toutes les questions que vous souhaitez en évitant de mentionner des chiffres. Ces chiffres deviendront publics le jour où on aura un accord définitif et où on aura le résultat concernant toutes les demandes de subventions qui ont été faites. Donc je vous propose de parcourir ce document. Vous pouvez voir en page 3 que ce document a été signé par le président de Côte d'Armor Habitat. Il correspond donc très exactement à une délibération qui a été prise par Côte d'Armor, par le bureau de Côte d'Armor Habitat. Je vous rappelle les principes du montage auquel on est arrivé suite à de nombreuses discussions. Je ne referai pas tout l'historique, mais on a eu sur ce projet un blocage du fait que Côte d'Armor Habitat n'arrivait pas à équilibrer financièrement ce projet et nous demandait à devenir propriétaire du terrain et à pouvoir revendre les logements, je dirais, à leur convenance, ce qui n'était pas acceptable pour nous. Donc nous avons rediscuté et nous sommes arrivés à quelque chose dont la présentation aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous demander un accord de principe sur ce montage qui a déjà été approuvé dans le principe par Côte d'Armor Habitat. Donc on aurait 2 logements sociaux qui seront construits et gérés par Côte d'Armor Habitat et 2 logements qu'on appelle maintenant communaux qui seraient hors conventionnement et qui seront vendus par Côte d'Armor Habitat à la commune dans le cadre, alors on remarque une forme administrative à finaliser. L'idée, c'est d'une vente en VFA, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement, mais nous avons une réunion prévue avec la préfecture le 18, de manière à nous assurer, en partie, qu'une VFA est une structure juridique acceptable pour Côte d'Armor Habitat, qui a des obligations spécifiques. Si la préfecture revenait en disant le VFA n'est pas possible pour Côte d'Armor Habitat, il y a la possibilité de partir en CPI, il y a un contrat de promotion immobilière. La préférence de Côte d'Armor Habitat serait de demander une dérogation spécifique compte tenu de la situation de ce projet à la préfecture. Donc nous avons encore ce point à lever et il devrait être levé le 18 novembre. Donc, tous les travaux seront réalisés par Côte d'Armor Habitat en tant que maître d'ouvrage, même si, bien évidemment, une partie sera financée par la commune. Nous avons
déjà défini que les deux pavillons, les deux logements sociaux seront les deux T3 qui sont situés à l'est du terrain, c'est-à-dire les deux logements qui seront le plus près de la mairie et les deux logements qui seront, je dirais, à la mairie, les deux logements communaux seront le T4 et le T2 qui sont vers l'ouest du terrain, un peu plus éloignés de la mairie. Tous les apports ont été définis entre les parties, donc dans le cadre des logements sociaux. Comme c'était déjà le cas dans toutes les discussions qui ont lieu précédemment, la commune apporte sa participation dans la démolition, apporte le foncier et apporte la viabilité pour des montants qui étaient déjà définis dans le cadre des discussions précédentes. Côte d'Armor Habitat, lui, va financer en TTC la construction de ces deux logements et en plus, il y a un certain nombre de frais d'honoraires qui concernent le dossier qui a été établi et diverses autres choses comme le bornage et autres. Donc on a le montant total apporté par la commune et le montant total apporté par Côte d'Armor Habitat. Concernant le financement, Côte d'Armor Habitat nous a donné son plan de financement. Il y a des subventions pour un certain montant. Côte d'Armor Habitat a réussi à dégager des fonds propres, ce qui n'était pas le cas lors des premières discussions, mais compte tenu du nouveau montage, ils ont réussi à dégager des fonds propres. Et enfin, ils vont faire appel à des emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, il y a un paramètre important pour la suite de la présentation, c'est qu'on a calculé le coût total hors subvention pour Côte d'Armor Habitat, et ce coût total s'élève à 54% du montant total affecté aux deux logements sociaux. On a fait le même exercice pour les deux logements communaux. Le coût de ces logements se décompose de la même manière avec l'apport du terrain qui a été valorisé pour prorata de ces deux logements, la participation à la démolition, la participation à la viabilité et enfin le complément que la commune devra payer pour devenir entièrement propriétaire de ces deux logements. Donc on déduit du montant total les apports de la commune au niveau du terrain et on obtient le montant total du contrat qui sera signé entre Côte d'Armor Habitat et la commune pour la cession de la construction à la commune. Une discussion longue a eu lieu sur la mise à disposition des terrains. Côte d'Armor Habitat voulant l'entière propriété et nous n'étions pas d'accord. Le consensus auquel nous sommes arrivés, c'est que la commune vendra à l'euro symbolique le terrain correspondant aux deux logements T3, lorsque ces deux logements auront été réceptionnés. Par contre, la commune reste entièrement propriétaire du terrain correspondant aux logements T4 et T2. L'objectif du projet pour la commune est d'avoir des logements sociaux et donc on a obtenu un engagement de Côte d'Armor Habitat pour qu'il ne puisse pas revendre les deux T3 pendant les 40 premières années qui suivront la réception finale de ces deux logements. Donc ils ne pourront être vendus qu'à partir de la 41e année. Et nous avons voulu nous protéger dans le cas où effectivement Côte d'Armor Habitat déciderait de vendre ces deux logements. Donc il y aura un pacte de conférence qui fera partie des documents entre les parties
et qui définit les conditions dans lesquelles Côte d'Armor Habitat pourra vendre ces 2 logements. La commune aura un droit préférentiel de rachat. La vente se fera au prix du marché. Nous avons eu de nombreuses discussions sur quel devait être le prix des logements. Nous sommes arrivés à la conclusion que la vente se fera au prix du marché, que la commune aura une période de 3 mois à partir de la notification de vente donnée par Côte d'Armor Habitat pour décider d'acheter ou non les logements. Et nous avons accepté une dernière clause, c'est que si jamais les logements sont vendus par Côte d'Armor Habitat et rachetés par la commune, pour bien démontrer à tout le monde que l'objectif est d'avoir des logements sociaux, nous sommes engagés en tant que commune à ne pas revendre les logements sociaux avant une période de 10 ans, de manière à ne pas pouvoir profiter, je dirais, de l'augmentation du prix du logement au bout de 40 ans, immédiatement. Et le produit de la vente, et c'est un point qu'on a eu du mal à arracher, mais qu'ils ont fini par accepter, le produit de la vente se fera au prorata des apports des 2 parties. C'est-à-dire que si le logement est revendu 100, comme nous avons apporté 46% et qu'eux ont apporté 54%, si le logement est revendu 100, nous toucherons à ce moment-là 46. Donc nous récupérons tout ce que nous avons apporté, à savoir le terrain, nous récupérons les subventions, et éventuellement augmenter de la plus-value qui pourrait être générée pendant la période de location. Au niveau de la gestion des logements, bien évidemment, les logements sociaux seront gérés par Côte d'Armor Habitat. Et en ce qui concerne les logements communaux, nous avons pour l'instant laissé la porte ouverte. Soit les logements communaux seront gérés à notre demande par Côte d'Armor Habitat, soit les logements seront gérés directement par la commune. Et ce sera notre décision. Mais quels que soient les gestionnaires, nous nous concerterons pour déterminer les loyers à appliquer aux logements communaux. La commune restera maître, je dirais, de l'attribution des 2 logements de la commune. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la location. Et le dernier point que nous avons discuté, c'est la date de démarrage des travaux. Vous savez sans doute que le permis de construire a été accordé au mois de janvier 2018 et que donc la période des 3 ans se termine au mois de janvier 2021. Il est important de démarrer les travaux avant cette date pour éviter d'avoir à demander une prorogation du permis de construire existant. Aujourd'hui, Côte d'Armor Habitat avait passé les marchés, mais avait ensuite émis des ordres de service pour suspendre les travaux. Donc l'idée, c'est que dès que nous aurons confirmation que les subventions qui ont été demandées sont accordées, ce qui devrait être le cas pour les derniers le 2 décembre 2020, Côte d'Armor Habitat réémettrait des ordres de service pour redémarrer les marchés et permettre le démarrage effectif du chantier. Et c'est pour ça que nous avons défini un certain nombre d'actions à mener entre le moment où nous avons discuté cette convention et le 3 décembre 2020, de manière à être certain que nous arriverons à avoir tous les éléments nécessaires à cette date. Donc, dans ce cadre, et pour permettre la préparation du document final
sera la convention entre la commune et Côtes d'Armor Habitat. Il était important que la commune confirme son accord de principe sur le montage, d'où cette présentation et d'où ce conseil municipal important pour ce point aujourd'hui. Voilà, et ensuite vous pouvez voir qu'au regard de tout ce qui a été dit précédemment, il y a eu une proposition qui a été faite et acceptée par le bureau de Côtes d'Armor Habitat pour permettre de continuer dans ce projet. Le deuxième document que vous avez, c'est le plan de financement de la commune. Donc, vous avez un certain nombre de montants qui sont, encore une fois, relativement précis et que je vous demanderai de ne pas citer si vous avez des questions. Par rapport au montant total que la commune doit payer et pour sa participation dans les 2 logements sociaux et pour payer le solde du montant concernant les logements communaux, nous avons considéré qu'il pourrait toujours y avoir des petits problèmes pendant le chantier et donc nous avons pris au niveau du financement un montant supplémentaire de 5% pour couvrir d'éventuels aléas. Une fois que nous avons eu le montant total à financer, ce montant a été divisé en 3 parties. Le premier montant, c'est l'apport de la commune en cash. Ce montant correspond à ce que la commune avait déjà accepté lors des discussions précédentes de payer. Ce montant est un peu inférieur à 1/3 du montant total. Le deuxième montant, c'est le montant des subventions demandées. Okay. Ce montant est supérieur à 1/3 du montant du contrat. Le troisième montant, c'est le montant d'un emprunt bancaire qui sera réalisé par la commune pour un montant donc, qui est, dans l'exemple qui vous est donné, se situe à environ 1/3 du montant total du contrat. Les subventions, concernant les subventions, il y a des subventions qui ont été demandées à différents organismes, au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département. Il y a des subventions qui ont été demandées dans le cadre des logements sociaux et il y a des subventions qui ont été demandées dans le cadre des logements communaux, parce qu'il y a des possibilités différentes suivant la nature des logements qu'on envisage de construire. Ce qui est très clair, c'est que si, lors des comités de programmation qui vont avoir lieu d'ici le 2 décembre, nous n'obtenons pas un minimum de subventions par rapport à ce qui a été demandé, nous devrons reprendre le projet et nous ne pourrons pas le lancer. Aujourd'hui, au vu de nos discussions avec les différents organismes, nous avons plus de 50% de chance d'avoir confirmation de subventions qui seront au-delà du montant minimum considéré pour pouvoir lancer le projet. D'autre part, nous avons encore 2 subventions que nous n'avons pas encore, pour lesquelles nous n'avons pas encore fait les dossiers détaillés de demande, et ces dossiers seront faits en début d'année 2021. Donc là, nous sommes relativement confiants sur le fait que nous allons obtenir l'ensemble des subventions, pas l'ensemble des subventions demandées, mais les subventions qui nous permettent effectivement de faire le projet et qui seront proches du montant qui est indiqué dans le tableau qui vous a été présenté. Au niveau de l'emprunt, cet emprunt variera en fonction finalement des dernières subventions qui nous seront allouées ou pas, et il dépendra également du montant final du contrat et si nous sommes obligés de prendre en compte les 5% de coûts supplémentaires ou pas. D'où la fourchette que je vous ai donnée. Nous avons pris le cas le plus défavorable,
nous avons pris une durée de remboursement de 25 ans, qui est la durée la plus courte. Nous pensons que nous pourrons négocier une durée supérieure, jusqu'à 30 ans. Nous avons pris un taux supérieur au taux qu'on peut obtenir actuellement. Et avec ces données, en utilisant un logiciel fourni par la préfecture, nous avons un niveau de remboursement annuel qui vous est donné ou mensuel et qui est inférieur aux recettes que l'on tirera de la location de ces 2 appartements. Donc nous considérons que cet emprunt est tout à fait supportable car il permettra de... les loyers que nous tirerons de ces 2 logements rembourseront l'emprunt, paieront les impôts, les taxes, les assurances et les petits frais divers associés à ces 2 appartements. Dans le cas le plus défavorable, comme je l'ai dit, donc on espère qu'on ne sera pas forcément dans le cas le plus défavorable, ça facilitera encore un peu plus le remboursement de cet emprunt. Voilà la présentation que je pouvais vous faire aujourd'hui. Et je suis prêt à répondre à vos questions si vous avez des questions. La première question est quel est l'avis de la commission des finances sur ce montage? Pardon? Quel est l'avis de la commission des finances sur ce montage? Quand s'est-elle réunie? La commission des finances n'est pas encore réunie. Elle se réunira en fonction du résultat des subventions que l'on aura. Parce que soit nous aurons effectivement à reprendre le financement du projet, soit nous pourrons avancer plus facilement dans le projet. On va être très clair, c'est un dossier qui est compliqué. Et on aura l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, on l'a déjà dit. Pourquoi nous n'avions pas abouti avec Côte d'Armor Habitat? Pour une raison essentielle qui nous paraît fondamentale, c'est la raison de la propriété du terrain. On sait que la maîtrise de la propriété des terrains est essentielle sur le long terme, et 40 ans, ça passe vite, ça passe très vite. Un certain nombre d'entre nous ne seront plus là dans 40 ans, mais des gens comme Marion ou Émeric pourront être là. On nous demande de céder ici à Côte d'Armor Habitat la propriété d'une partie des terrains, ce qui rend possible à terme, 40 ans, la transformation des logements que cet organisme construira en autre chose que des logements locatifs sociaux. Ça pourra être autre chose. Si la commune en décide ainsi. Si la commune décide de ne pas racheter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et racheter aux conditions de marché. C'est-à-dire qu'on s'apparente là, si on considère qu'on achètera à terme, dans une opération de promotion à très très long terme. Je pense que ce n'est pas tout à fait la volonté de la commune. Donc, il y a un élément qui nous paraît fondamental, c'est le fait que le terrain qui appartient aujourd'hui à la commune, et la commune n'en a pas beaucoup, elle a encore moins de terrain constructible, bien, on va le céder à un intervenant qui, à terme, pourra en faire autre chose que des logements sociaux. C'est une chose importante. On regrette aussi que nous n'ayons pas eu les éléments bien en amont de cette séance. Je constate, comme vous, que Côte d'Armor Habitat a statué le 9 octobre 2020. Ça veut dire qu'ils avaient les éléments avant, donc vous en aviez discuté avant. Nous, on les découvre en séance. Monsieur Lepage, je vous reprends là-dessus. J'ai proposé des réunions de travail avant la séance. J'ai proposé des réunions de travail samedi pour vous permettre d'avoir tout le temps voulu pour pouvoir analyser ce dossier et faire éventuellement même une nouvelle réunion de travail en début d'après-midi avant le conseil. Monsieur le maire, à la fin de la dernière séance du conseil municipal, le 21 septembre, vous êtes venu vers moi
et j'ai appelé Dominique Tormann, ici présent, en disant qu'il fallait trouver une solution éventuelle avec Côte d'Armor Habitat. Est-ce qu'on était d'accord pour travailler avec vous là-dessus? Nous avons répondu oui, sans aucune difficulté, sans aucune condition. Après, vous parlez de samedi ou avant. Les éléments ils datent du 9 octobre et nous, on les découvre en séance. En termes de gouvernance, je ne trouve pas ça normal. J'aurais pu, et nous aurions pu avoir d'autres éléments. Il y a des choses, mais vous les découvrirez dans ce qui est indiqué par Côte d'Armor Habitat, qu'il vous faudra revoir. Dans ces conditions, compte tenu du fait que nous allons nous séparer de la propriété sur le long terme de ce terrain, compte tenu du fait qu'on n'ait pas eu les informations avant pour pouvoir se prononcer de façon, circonstanciée, nous allons voter contre cette délibération. Alors, ça, je peux comprendre, mais je tiens à vous préciser que je me suis battu pour garder la propriété des terrains. Il faut que tout le monde soit conscient qu'il n'y aura plus de logements sociaux construits sur Bréa sans céder la propriété des terrains. J'ai été jusqu'à chercher d'autres organismes sociaux en leur disant qu'on était prêt à discuter avec eux à une seule condition, que l'on garde la propriété des terrains. Ils ont tous répondu non. Plus de discussion possible. Donc après, on a un choix à faire. Okay. Soit on veut toujours avoir des logements sociaux et il faut accepter d'en céder la propriété, soit on n'aura plus de logements sociaux. Ce que j'ai essayé de trouver, c'est un compromis entre les deux. Mais il faut être conscient de ça. Il n'y aura plus de logements sociaux sur Bréa sans céder la propriété. D'autre part, le chemin vert, à ma connaissance. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Le chemin vert, les deux Côte d'Armor Habitat sont avec propriété de Côte d'Armor Habitat. Ouais, mais c'est il y a 40 ou 50 ans. Enfin non, un peu moins. Un peu plus de 30, un peu plus de 20, un peu plus de 10. Mais aujourd'hui, on ne referait pas, à mon sens, la même chose. Moi, je vous propose, parce que je pense qu'on peut imaginer vouloir construire 2 ou 4 logements sociaux supplémentaires. On pourrait imaginer ça sur Bréa, je pense que ça serait possible. Si vous pouvez trouver une solution sans céder le terrain, je suis tout à fait preneur, je dirais, d'une telle solution. Mais personnellement, je pense que parce qu'il y a un certain nombre de règles qui ont changé pour les bailleurs sociaux, plus aucun n'acceptera ça. Mais je suis prêt à vous écouter. Vous avez, comment dire, trouvé un accord avec Côte d'Armor Habitat. Je pense que sur le très long terme, à court terme, l'accord est positif. Sur le long terme, je crois qu'on aura des difficultés. On sait tous que le financement du logement social est compliqué. L'État demande aux bailleurs sociaux de vendre une partie de leur patrimoine pour retrouver des fonds propres pour construire ailleurs. Donc, ce qui va se passer à long terme, ça peut être une cession. Et je le dis une nouvelle fois, la plupart d'entre nous ne seront plus là, mais certains le seront. 40 ans, ça passe vite en matière de logement social. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'autres solutions. Il y a très peu de solutions. Quand on discute avec les autres maires des îles du Ponant, ils ont exactement la même difficulté que nous. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, en effet, ne proposent de construire que s'ils ont la garantie de pouvoir avoir le terrain. Et là, si on ne trouvait pas cette solution, qui est quand même dans 40 ans, mais si on ne trouvait pas cette solution, ça veut dire qu'on remettait encore une fois en cause le projet de logements sociaux et qu'il n'y en a pas sur Bréa, il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir permettre de faire remonter un petit peu la courbe et de faire que des gens puissent venir vivre à Bréa. Et si on n'a pas cette solution-là, il n'y en a pas d'autres. On a eu d'autres projets qu'on a proposés où c'était pas possible non plus. Donc là, on est à un moment où on fait quoi? C'est-à-dire que si on n'accepte pas ça, ça veut dire qu'on repart encore pour des années sans logement social. Et il y a de la demande. Il y a des gens qui veulent venir s'installer, il y a des gens qui ont besoin de logements sociaux, mais aussi de logements, ce qu'on appelle des logements pour actifs, qui permettent à des gens qui travaillent de pouvoir continuer à vivre dans l'endroit qu'ils ont choisi. Et là, si on n'a pas cette solution-là... Il y a d'ailleurs une proposition de 2 logements communaux sur les 4 qui... Non, et en fait,
je vous le confirmerai lorsque nous aurons eu le résultat des commissions de programmation qui vont attribuer les subventions. A priori, les organismes sont en train de mettre plus d'argent sur les logements proactifs que sur les logements sociaux, parce que presque tous les programmes de logements sociaux n'aboutissent plus parce que trop compliqué à financer. Et donc en fait, je pense que vous avez vu qu'il y a un montant de subvention pour les logements communaux qui est quand même intéressant. Et il provient du fait qu'il y a des transferts actuellement de fonds depuis les programmes de logements sociaux vers les programmes de logements proactifs. Ça m'a étonné personnellement, mais c'est ce qui est en train de se passer. Du fait des difficultés qu'ont les bailleurs sociaux à présenter des projets et à les financer. Je peux vous dire que le taux de subvention qui est en bas de la première page du document que vous nous avez donné, vous avez cité d'ailleurs 54% pour Côte d'Armor Habitat, est un taux très fort pour un bailleur social. Non, ce n'est pas le taux de subvention, monsieur Lepage, c'est le taux de participation. On est à 50-50, donc c'est à peu près la même. À peu près. Mais ce n'est pas le taux de subvention. Hein. Non. Justement, si on avait insisté pour n'avoir que des logements sociaux, la seule subvention qu'on avait, c'est celle qui est indiquée dans le financement de Côte d'Armor Habitat. On n'aurait rien eu de plus. Et là, le projet devenait infaisable, quasiment infaisable. Le fait d'avoir changé la nature en 2 logements sociaux et 2 logements communaux nous a permis d'aller chercher des subventions dans d'autres programmes. Compte tenu, et ça sera ma dernière remarque, compte tenu de ces éléments-là, vous avez évalué, puisque la Côte d'Armor Habitat a définitivement dit non, sinon pas la propriété du terrain, la construction de 4 logements communaux sur fonds communaux. Alors moi, on y a pensé, mais je pense que dans 2-3 ans, quand on aura compris tout ce qu'il y a dans les budgets en termes de possibilités de construction, j'aurai une réponse qui sera peut-être plus valable. Aujourd'hui, après 3 mois en fonction, je ne me sentais pas de lancer un programme. Vous voyez quand même le montant total de ce programme. Je vois, oui. Moi, très franchement, je ne me sentais pas de lancer un tel programme 3 mois après la prise de fonction et n'ayant pas encore tous les éléments concernant je dirais, les réserves de la commune. Mais néanmoins, si on doit, dans le futur, parler d'un autre programme de construction, je pense que c'est vers ce programme de logements communaux qu'on s'orientera, parce que finalement, on peut les financer, à mon avis, plus facilement que les programmes de logements sociaux. Donc, dans l'avenir, c'est peut-être vers ça qu'on s'orientera si on voit la possibilité de lancer un autre programme. Oui. Monsieur le maire, peut-être juste pour rebondir sur cet échange, ça me paraît être un peu le cœur du sujet, de savoir finalement quelle est la valeur ajoutée de Côte d'Armor Habitat dans ce programme, dans l'ensemble de ce qui est proposé. Parce que finalement, ils se retrouvent majoritaires en part, 54% par rapport à 46%. Ils bénéficient, eux, de subventions qu'on aurait pu imaginer orientées vers la commune si on avait construit les 4 logements nous-mêmes, en gardant évidemment la propriété du terrain. La capacité d'emprunt de la commune est suffisante pour couvrir les besoins. Quand on voit le montant que Côte d'Armor Habitat doit emprunter et le montant que la commune doit emprunter, c'est un montant qui est faisable par la commune. Donc on en revient au problème de la cession du terrain à un tiers dont la sortie, l'issue au bout de 40 ans, où on ne sera plus là, en tout cas certainement pas moi, mais qui, sur une île, il n'y a pas d'autre endroit où aller chercher des mètres carrés pour ou construire ou faire d'autres activités communales. Donc en fait, on est en train de cantonner, de s'aliéner d'une partie d'un terrain
Et à terme des 40 ans, voilà, un aléa, une incertitude sur ce qui va devenir. Est-ce que la commune, à ce moment-là, sera en capacité d'acheter ou non si Côte d'Armor Habitat met en vente? Et ils mettront forcément en vente. Ils n'ont pas d'autre solution aujourd'hui entre l'explosion des coûts et des normes qui ont été ces dernières années par rapport au plafonnement des loyers qui sont imposés par la loi. C'est ce que dit M. Lepage. D'ailleurs, dès aujourd'hui, ils sont en train de réaliser des cessions de biens qui ont été construits il y a 40 ans, tout simplement pour dégager des ressources financières nécessaires pour les nouveaux programmes. Le problème de Bréa, c'est que, encore une fois, c'est une île et on ne peut pas aller annexer un champ agricole qui pourrait être voilà, affecté à quelques logements comme on en voit fleurir sur la côte. Ici, on ne les a pas, ces mètres carrés. Donc, je pense que le cœur du sujet ici, et encore une fois, financièrement, le montant des subventions est peut-être au-delà de ce qu'on pouvait espérer il y a encore quelques mois, mais donc tant mieux. Et à court terme, comme le dit Jean-Luc Lepage, c'est positif. Mais on a quand même une grosse épine dans ce dossier qui est l'aliénation, la cession par le transfert de propriété de ce terrain à un tiers. Voilà, je me demande si, encore une fois, si la commission finance avait pu se réunir et nous dire, voilà, si on le faisait nous-mêmes, alors vous dites, vous ne sentez pas, si peu de temps après votre installation, de chiffrer un projet où on faisait les 4 logements nous-mêmes par rapport à ce projet qui est 2 et 2, avec le risque que ça comporte. Je crois qu'on aurait bien aimé pouvoir voir et opposer les 2 solutions, parce que l'autre solution, elle existe. Financièrement, elle est faisable. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, alors? Ça fait longtemps que le terrain de la gendarmerie est quand même On disponible. récupère ça, en fait. Pourquoi ne l'avoir pas lancé plus tôt, 4 logements communaux? Parce que l'on pensait, mais c'est très très clair, parce que l'on pensait arriver à un accord avec Côte d'Armor Habitat qui avait laissé entendre qu'ils étaient d'accord. Voilà, ils ne le sont plus. Et est-ce que sur les dernières tranches de logement de Côte d'Armor Habitat, quand ça s'est fait, est-ce qu'il y a eu des garde-fous, je veux dire des dates comme 40 ans, non? Et alors pourquoi on peut pas, enfin pourquoi ils vendraient pas là? Parce que là, ça vaut déjà de l'or. Ouais, mais ils vendraient. Ils peuvent le faire, mais on sent pas. Enfin, Ils ont eu des demandes et ils ont refusé ils ont de vendre leur refusé, maison. les gens qui ont voulu acheter. La vente des logements sociaux est quelque chose de très réglementé. Il faut a priori l'accord de la commune. Alors, ça dépend à quel moment les constructions se sont faites. Mais on voit dans un certain nombre d'endroits en France des cessions de logements communaux au prix de marché. D'ailleurs, c'est bien indiqué. Et on comprend la logique de l'organisme qui a besoin de fonds propres pour construire des éléments. Il y a une famille. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on pensait arriver à un accord sur la propriété Côte d'Armor Habitat qui a beaucoup varié sur ce sujet. Du coup, si demain quelqu'un veut acheter un logement, je prends l'exemple du chemin vert parce que c'est là qu'il y en a le plus, enfin voilà, c'est la question. Quelqu'un veut acheter un logement au chemin vert, demain, il faudra que la commune donne son accord. Je pense, il faut voir dans quelles conditions c'est. Je pense que oui. Pour l'instant, il y a une famille au chemin vert qui serait intéressée pour acheter un logement. Côte d'Armor Habitat a refusé de vendre. Je crois qu'il faut une autorisation départementale, préfectorale, après l'accord de la commune. Mais le but est bien du logement social ou du logement permanent sur le très long terme. 40 ans, c'est le lotissement qui avait été fait ici, etc. Ils parlent au contraire de le rénover. Donc ils ne sont pas dans l'optique, bon peut-être c'est le rénover pour le vendre, hein, mais là l'optique du plus vieux. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont des projets beaucoup plus difficiles que Bréa. Bréa, il y a un très bon taux d'occupation. Et même si les loyers sociaux sont relativement faibles, c'est bien occupé. Il faut comprendre que dans les Côtes d'Armor, il y a d'autres projets sociaux où les logements sont vides, coûtent de l'argent à Côte d'Armor Habitat, qui essayent de s'en débarrasser parce que justement l'équilibre financier est encore plus compromis. Donc je pense que le risque qu'ils vendent n'est pas aujourd'hui forcément très élevé, mais là où je vous rejoins, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se passera dans 40 ans. D'accord ? Ce que je veux préciser quand même, c'est que la commune dans 40 ans
décide de racheter ou pas, elle touche 46% du prix de vente. Oui, mais, Mais il faudra déjà qu'elle puisse acheter. non, mais qu'elle touche Eu ou pas. égard aux autres arbitrages qu'elle Elle aura. achète ou pas, elle touchera. J'espère qu'on Mais sera oui, tous mais- d'accord pour sera plus dire du que ce n'est pas social. une opération financière que l'on fait. Non, et c'est bien pour ça qu'on leur a montré en disant que si on rachetait, on s'engageait à ce que les logements restent des logements sociaux, pour bien montrer que nous, notre objectif, c'est les logements sociaux. On ne va pas aller faire de la spéculation, parce qu'on pourrait aussi racheter, toucher 46% et puis revendre et toucher 100%, d'accord? Oui. Et monétiser, je dirais, nos 46%. C'est pas et comme ça n'est absolument pas notre objectif, on s'est engagé à continuer à les utiliser en logement social. Ça, il n'y a pas de... Et l'avantage d'avoir un programme mixte, c'est que ça va aussi toucher deux populations différentes de gens qui sont à la recherche d'un logement. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur Bréa qui ont besoin et qui ne peuvent pas mettre au-delà des prix bloqués des logements sociaux, mais ça peut permettre aussi à une autre catégorie de gens aussi de pouvoir se loger sur Bréa et de pouvoir aussi rester sur Bréa, quoi. Voilà. D'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Ce dont on a besoin pour pouvoir poursuivre ce projet, c'est une approbation sur le principe de cette opération, similaire à l'approbation qu'a eu déjà Côte d'Armor Habitat. C'est de m'autoriser à continuer les démarches pour obtenir toutes les subventions. Pardon, monsieur le maire, juste ce que vous disiez tout à l'heure, c'est si les subventions qui sont à décider ou à voter le 2 décembre, c'est ça? Les dernières seront décidées le 2 décembre. Voilà. Si ça, c'est non, pour une raison X, enfin voilà, le projet est caduc, c'est ça? Si on n'a pas les subventions à hauteur de ce qui est marqué dans le plan de financement, D'accord. vous savez le montant, Voilà. d'accord? Eh ben, il faut reprendre, on ne peut pas avant, je considère qu'on ne pourra pas avancer sans reprendre le projet et sans reprendre le financement. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, est-ce qu'on pourrait, en parallèle, peut-être demander à la commission finance de chiffrer ce risque? C'est-à-dire, si jamais ça ne se fait pas, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut faire nous-mêmes Le financement des quatre logements. Ouais. Le chiffrera après, j'ai compris qu'elle se positionnerait après, c'est ça. Non, mais moi je veux bien qu'on commence à regarder. Il faut comprendre autre chose. Si on abandonne le projet, nous allons avoir une réclamation de Côte d'Armor Habitat. des dédits et des... Il va venir chercher 5% du montant des marchés parce qu'il considère que s'ils sont obligés d'annuler les marchés, c'est de la faute de la commune. On se battra, hein. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais on aura ce contentieux. Et ils nous réclameront, bien évidemment, tous les frais qu'ils ont engagés pour le permis de construire, le bornage et ce genre de choses. Et dans le protocole d'accord, eux-mêmes reçoivent des subventions. S'ils ne les reçoivent pas, comment est-ce qu'ils peuvent se retourner contre la commune en disant que c'est la faute de la commune que le projet ne se fait pas? Alors, si c'est leur subvention qui n'est pas approuvée, c'est eux qui vont venir vers nous en disant on n'a pas la subvention, on ne peut pas faire le projet, et je dirais de la même manière, mais à ce moment-là c'est eux qui le feront, et ils vont nous dire on ne peut pas faire le projet, et il faudra qu'on reprenne le projet pour trouver une autre solution. Et je dirais que dans ce cas-là, si pour une raison X ou Y, la subvention allouée aux logements sociaux n'est pas donnée, on a un vrai problème, on a un problème encore plus important sur les logements sociaux, et dans ce cas-là, je dirais que la porte de sortie ne sera peut-être, la seule porte de sortie sera peut-être les 4 logements communaux. Merci. Je pense que le bornage a été payé par la commune, mais j'en suis pas sûr. Peut-être. Donc il nous réclame. Je sais le montant total, des frais que Côte d'Armor Habitat viendrait nous réclamer. Est-ce que ça inclut le bornage ou pas? Voilà, donc je reviens à mon propos. Donc ce que je souhaiterais, c'est avoir une approbation sur le principe de l'opération, une autorisation de continuer les discussions, prendre les actions nécessaires pour sécuriser les subventions,
et une autorisation pour finaliser les discussions avec Côte d'Armor Habitat de manière à pouvoir effectivement relancer le projet avant l'échéance du mois de janvier où on perd le permis de construire. Soit on vote les résolutions une par une, soit on vote l'ensemble des trois. Je ne sais pas si vous avez un... Faut laisser ouvert. Ouais, faut laisser, Non, faut laisser, faut laisser ouvert. faut laisser ouvert la porte. Ouais, c'est bon. Je pense que ça doit être la fin de la journée de travail. Je pense que dans 5 minutes ou 10 minutes, quand tous les engins seront rentrés, on pourra rouvrir. Donc, est-ce qu'on peut passer à la résolution? Donc, qui est pour? Il y a 2 voix, ok. Qui est contre? Donc, la résolution est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Très bien, nous passons au point suivant de l'ordre du jour. C'est le groupement de marché sécurité numérique. Donc je pense que vous avez tous entendu parler récemment d'un certain nombre de cyberattaques sur des petites structures comme les mairies, les associations et autres, assez souvent liées avec des problèmes de terrorisme. Et donc, suite à ces différentes attaques, le CDG des Côtes d'Armor a proposé de prendre une initiative qui regrouperait et de faire un contrat groupé d'assurance cyber-risque pour les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés. Vous avez eu le courrier du CDG, vous avez eu la proposition de résolution. Je vous propose de ne pas reprendre intégralement le texte ni de la lettre ni de la résolution. Je pense que le sujet est suffisamment clair. Je pense qu'il est clairement intéressant pour la commune. Donc je vous propose de passer tout de suite au vote de la résolution qui serait intégralement celle qui a été proposée par le CDG. Donc, qui est pour cette résolution? Très bien. Donc, cette résolution est adoptée à l'unanimité. Tableau des effectifs. Au 1er janvier 2021, c'est une obligation que l'on a de, une fois par an, revoir le tableau des effectifs de manière à s'assurer qu'on est organisé d'une manière adéquate. On a donc préparé ce tableau. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille dans les détails du tableau. J'ai eu des questions sur les emplois vacants. Alors, les postes qui sont en emploi vacant, en fait, ce sont des gens qui ont demandé des disponibilités. D'accord? Donc, le premier poste vacant d'adjoint administratif, c'est une personne, justement, Mélanie Le Marais, voilà, qui a demandé une disponibilité, qui est toujours en disponibilité. On vient de l'étendre d'une année supplémentaire. Elle est comptée dans les effectifs à ce niveau-là. De la même manière, dans les adjoints techniques, Xavier Clos, qui est en disponibilité technique pour la dernière année, mais on est obligé de le mentionner. Tous les autres postes correspondent très exactement au personnel que l'on a actuellement, soit en temps complet, soit en temps non complet. Pour votre information, on a reçu aujourd'hui une nouvelle demande de mise en disponibilité que l'on va accepter et qui, on va discuter simplement de la période du préavis. Mais on va avoir une personne de plus dans la colonne emploi vacant et il faudra qu'on voit au mois de février si et comment on la remplace. Est-ce que vous voulez aller plus dans le détail? Non. Non. Ok, donc je vous propose
de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de ce tableau d'effectifs et de prendre les mesures pour maintenir des emplois tels qu'ils sont définis. Donc, qui est pour? Merci. Cette résolution est donc adoptée à l'unanimité. Le point suivant, c'est la présentation de la nouvelle politique de gestion des déchets. Alors, on est justement dans le cadre du fonctionnement des commissions mixtes, et je vous précise qu'aujourd'hui, on ne parle que d'une partie de la gestion des déchets, à savoir, je dirais, la gestion des déchets individuels au niveau des composteurs. La commission de la gestion des déchets s'est réunie à plusieurs reprises et est venue avec un certain nombre de propositions. Je vous rappelle que dans le cadre du fonctionnement de ces commissions, l'idée c'est que les commissions viennent avec des propositions et qu'ensuite le conseil municipal approuve ou discute les propositions qui sont faites par les commissions. On est absolument dans ce cadre et donc je propose que Marion, qui fait partie de cette commission gestion des déchets, nous donne le résumé des propositions qui ont été faites par la commission. Eh ben, merci. Donc, effectivement, la commission a commencé son travail par des mesures qui nous semblaient, on va dire, les plus simples, accessibles et rapides à mettre en place, mais c'est le début de notre travail, ça, on ne va pas s'en tenir là, évidemment. Donc, ce qu'on propose, c'est de promouvoir, donc déjà, vous avez toutes les propositions sur la feuille, là, je ne vais pas revenir en détail dessus. Donc, ce qu'on propose dans les grandes lignes, c'est de promouvoir le compostage individuel et, par ailleurs, le compostage partagé. On va essayer d'inciter à ça entre voisins. En parallèle de ça, pour les personnes qui ne veulent pas avoir de composteur pour X raisons, on veut tenter une expérimentation de composteur collectif. Donc, il y aurait 2 expériences, une au chemin vert menée par Nadia Lamy et une au Gardeno menée par Jérôme Schuller. Donc, ces composteurs seraient mis à disposition par la commune et gérés entièrement par les 2 personnes citées référentes. Donc, surveillance, entretien, voilà, à titre expérimental. Par ailleurs, on prévoit de poursuivre la politique de l'ancienne municipalité, de mettre à disposition des composteurs cofinancés par la commune et par les personnes intéressées. Ce qu'on propose, c'est de conserver les mêmes tarifs. Peut-être la différence, on inciterait la commission, j'ai oublié de le remettre dans le... C'est plus une information. La commission incite les habitants à utiliser 2 composteurs pour l'efficacité du compostage, les retournements. Voilà, c'est juste un conseil et pas une obligation, évidemment. Ce que la commission propose aussi, c'est de désigner 3 référents qui s'occuperont de centraliser les demandes, de donner des conseils, d'accompagner les habitants, de les aider à installer leur composteur dans de bonnes conditions. Alors, ces 3 référents proposés sont des personnes déjà compétentes autour du compostage. Il s'agit de Nadia Lamy, René Bouet et Jérôme Schuller. Et par ailleurs, nous pensons relancer une campagne de communication pour promouvoir le compostage, donc par les différents médias de la commune, par une réunion publique, si c'est possible. Dans les circonstances actuelles, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on aura le droit de faire une réunion publique, et par la diffusion assez large de brochures de l'ADEME ou éventuellement du SMITRED, qui sont très bien faites et qui sont mises gratuitement à disposition des collectivités. Donc voilà, je vous propose d'adopter ces propositions et de répondre à vos questions.
Pas de questions? Très bien, donc je vous propose d'approuver les recommandations de cette commission au travers d'une résolution. Donc, qui est pour? Merci. Donc, cette résolution est adoptée à l'unanimité. Décision du maire. Il y a eu très peu d'achats spécifiques de fait, mais on a mentionné l'achat, on a racheté des masques chirurgicaux, donc pour un montant de 1 590 € qu'on distribue suivant certaines dispositions en fonction des demandes. Le point 8, information du maire, donc il y a pas mal d'informations. La première, concernant le point Covid. Donc, compte tenu du fait que la situation se dégrade, nous avons relancé la cellule Covid, qui se réunit donc tous les samedis après-midi. Je vous rappelle qu'elle réunit le médecin, Gabi et moi-même, plus les pompiers. Aujourd'hui, on est à Bréard, dans la manière dont on regarde les choses, on est soit dans une situation extrêmement négative, soit dans une situation qui est probablement identique à la Bretagne. Alors pourquoi, quand on regarde certaines des statistiques concernant Bréard, on a un taux, par exemple, D'incidence nettement supérieure à la moyenne bretonne ou à la moyenne nationale. Très nettement supérieure, vu que suivant les chiffres que vous regardez, le taux d'incidence est de l'ordre de 400 en France, 200 et quelques en Bretagne. Si on considère que pendant les vacances scolaires, il y avait 1000 personnes sur l'île, on a un taux d'incidence qui dépasse 1000, donc qui est plus du double du taux d'incidence français. C'est dû au fait qu'on a eu 2 clusters, et ces 2 clusters ont entraîné un nombre de cas positifs important. Ces clusters commencent à être anciens, et donc ce qu'on a conclu lors de la réunion de samedi dernier, c'est qu'il fallait qu'on attende une semaine de plus, parce que ces clusters les statistiques sont faites sur 7 jours glissants, donc ces clusters vont sortir bientôt des statistiques, et il faut voir si on a des nouveaux cas. Il faut savoir qu'il y a un nombre de tests assez important qui est fait sur Bréa actuellement, vu qu'on est la semaine dernière sur les 7 derniers jours, entre le 1er et le 7 novembre, il y a eu 35 tests de fait, pour une population qu'il est un peu difficile à estimer, vu qu'on était encore pendant quelques jours sur une phase où il y avait les vacances scolaires, et on est sorti. Mais 35 tests, c'est un nombre assez important. On attend les résultats de 13 tests. On attendait samedi les résultats de 13 tests. Je sais que depuis, on a refait encore des nouveaux tests. Donc on est obligé d'attendre un petit peu pour savoir exactement dans quelle situation l'île se trouve. Le compte-rendu de la cellule Covid sera sorti ce soir ou demain matin ou plus tard. On y recommande de respecter bien évidemment toutes les mesures barrières, et on rappelle, parce que ça crée un certain nombre de discussions, on rappelle les recommandations à suivre si l'on est déclaré cas contact. Il y a eu pas mal de discussions sur l'île à cause de personnes qui ont été déclarées cas contact, et certaines personnes ne comprennent pas exactement ce qui se passe lorsqu'une personne est déclarée cas contact. Donc, on va reclarifier ça pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Voilà ce qu'on peut dire sur le point Covid. Le deuxième point dans les informations que je voulais vous donner, c'est sur les budgets. On commence à regarder les budgets, et on voit qu'on a
deux budgets qui structurellement, je dirais, sont actuellement déficitaires. C'est le budget du SPANC, c'est un petit budget mais il est déficitaire, et le budget des ordures ménagères, qui cette année, sauf si on arrive à prendre des mesures, va être notoirement déficitaire. L'information que je voulais vous donner, c'est sur les travaux qu'on est en train de réaliser pour essayer de redresser ces budgets pour les années à venir. Sur le SPANC, ce que l'on est en train de regarder, et si on conclut d'ici le mois prochain, on vous présentera quelque chose de finalisé le mois prochain, ça serait pour l'assainissement. Le problème, c'est l'assainissement non collectif où les gens trouvent un certain nombre de moyens pour ne pas faire les inspections tous les 6 ans. Or, nous, il y a un technicien qui vient tous les 15 jours pour faire ces inspections, on le paye, et en retour, on n'a pas les recettes parce que les gens ne font pas les inspections ou trouvent des moyens pour les retarder. L'idée, ça serait, au lieu d'avoir un montant à payer suite à l'inspection qui a lieu après 6 ans, d'avoir une redevance annuelle, et lorsque une inspection serait appelée par le SPANC, cette inspection serait gratuite. D'accord? L'idée, ça serait de passer à 8 ans. Pour l'instant, les inspections sont faites tous les 6 ans. On passerait à 8 ans. Et in fine, il n'y aurait pas d'augmentation pour les usagers du SPANC. Le coût, simplement, serait étalé sur 8 ans. On parle de l'ordre de 20 € par an. Et la grosse différence, c'est que donc les inspections n'entraîneraient pas à un certain coût à payer. Et on pense que dans ces cas-là, les gens seront plus ouverts à accepter les inspections. Donc, sans augmentation globale pour les usagers, on devrait avoir, un budget équilibré, et deux, un meilleur service et une meilleure vérification que toutes ces installations non connectées fonctionnent toujours bien. Ça se fait dans un certain nombre de communes. Donc on est en train de travailler le sujet, mais je voulais vous en informer. Si nous considérons que nous sommes prêts à la fin du mois, on remettra ça à l'agenda. Et si, pour rebondir sur un de vos commentaires, si vous souhaitez qu'on en parle avant, je peux, dès qu'on a quelque chose de structuré, je peux vous inviter à en discuter. Le deuxième budget qui nous pose vraiment un problème, c'est le budget des ordures ménagères. Ce budget va être déficitaire cette année pour un certain nombre de raisons et on est obligé de trouver des mesures pour essayer de limiter la casse. Un des postes qui nous crée le plus de problèmes, c'est le transport. Okay, et c'est le fait, après analyse, que, in fine, les personnes qui viennent sur l'île à la journée ne payent pas le moindre centime d'euro pour le traitement de leurs déchets. Donc, on a lancé un certain nombre d'actions. La première action, il faut qu'on réduise les déchets, bien évidemment. La deuxième action, c'est qu'on est en train de regarder si on peut faire des transports qui nous coûteraient moins cher. Et la troisième action qui, à titre d'information, et je pense la plus importante pour vous, on a pris contact avec la région, on a pris contact avec les vedettes, l'idée étant de demander à ce que Bréa puisse bénéficier de ce qu'on appelle la redevance spéciale, et qui est déjà en place sur un certain nombre d'îles, comme Ouessant, Saint et Molène, où dans le prix du billet, pour les traversées à la journée, vous avez ce qu'on appelle la redevance spéciale, c'est-à-dire une redevance qui est là pour traiter les déchets qui sont amenés par les gens qui viennent visiter l'île pour une journée. Donc on est en pleine discussion là-dessus avec la région, et pour votre information, il y a une lettre qui part au président de la région pour lui demander la possibilité de mettre en place ce système de redevance cette semaine. Cette redevance, elle est hors insulaire.
Elle est juste sur les billets. Hein? C'est pas sur les cartes. Non, pas sur les cartes, uniquement sur les gens qui viennent passer la journée et qui repartent, qui achètent un billet individuel. Ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai sur la prise en charge par les gens qui passent à la journée du coût des déchets, puisqu'ils acquittent la taxe Barnier, et 75% de la taxe Barnier va pour le budget des ordures ménagères. Donc, c'est 75% d'une somme qui n'est pas négligeable, qui n'est pas suffisante, certes, mais... Vous avez raison. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant, et quand on regarde comment nos dépenses, s'il n'y avait pas le surplus de visites pendant l'été, on arriverait à équilibrer ce budget. Ce qu'on n'arrive pas à équilibrer, et on pourrait sortir la taxe Barnier, mais ce qu'on n'arrive pas à équilibrer, c'est la crête des mois d'été, où tous les coûts sont nettement plus importants. La région, lors des premières discussions, n'a pas dit non. À ma grande surprise, la région n'a pas dit non. Et les vedettes n'ont pas dit non. Les vedettes de Bréa n'ont pas dit non. Donc on va poursuivre. Je ne sais pas si on aboutira, mais ça serait un moyen, je pense, clairement de régler le problème pendant quelques années, en attendant d'avoir l'ensemble de notre nouveau système de gestion des déchets en place, avec la nouvelle unité de tri, un nouveau système de transport, enfin tous les éléments qui, je l'espère, à l'arrivée, nous permettront de diminuer les coûts et de rééquilibrer ce budget. Juste un risque, c'est, j'espère pas anecdotique, mais plus vous donnez aux gens qui viennent à la journée des solutions pour les déchets, plus on va créer des déchets. Et moins ils vont se sentir concernés par le problème que ça cause à Lille de les recycler, de les évacuer, de les traiter. Non, mais dans le cadre du site d'exception touristique, Il est prévu ça dans le cadre du cycle. il est prévu. C'est justement de faire de l'information en amont et pendant qu'ils sont là sur le fait que aussi. On ne va pas leur donner plus de choses. Hein. Non, j'entends bien, mais ce sera plus facile de se débarrasser de ces déchets, forcément pour les collecter. Ce que je veux dire, c'est que il y a un comportement qui est peut-être à essayer de modifier dans la mesure du possible. Je reconnais qu'en France, culturellement, ces choses-là ne sont pas de notre culture. Il y a des pays où j'ai eu la chance de vivre, où quand vous arrivez avec vos déchets dans un site touristique, vous les rapportez. Il n'y a pas de collecte, puis c'est interdit, et puis voilà. Il n'y a pas qu'à l'étranger, vous allez faire des randonnées en montagne, vous ne déposez pas vos sacs pique-nique en montagne. Ça fait partie des choses qu'on a vues justement avec la région, avec le site d'exception, pour essayer d'inciter les gens à ramener de l'autre côté. Et pour ça, il nous faut aussi un accord avec les communes de Ploubaz et de Paimpol pour voir comment tout ça peut s'articuler. Mais c'est dans les priorités du site d'exception, justement de sensibiliser les gens, comme on a pu le faire avec les pancartes d'éco-citoyenneté qu'on a mis sur l'île, c'est de les inciter à repartir. Je pense qu'il faut être très très directif. Hein. On part d'une page blanche, on peut déjà essayer de faire un peu mieux, les inciter en amont en leur expliquant par diverses méthodes, et une fois qu'ils sont sur place, les inciter à repartir avec. Ce ne sera pas la bonne volonté des gens. Hein. Je pense que malheureusement, il faut être draconien sur ces sujets-là, comme les bâtons de marche à pointe acérée. Tout ça c'est marqué sur les pages des... Et c'est pas dit. Non, mais c'est justement ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que le site d'exception mettrait en place en amont, avant qu'ils arrivent, des informations. Quand ils seraient sur les bateaux, il y aurait aussi cette information. Et là, ils ne pourraient pas dire qu'ils ne savent pas. Et en effet, par la suite, pourquoi pas dire après, on vous l'a spécifié avant que vous veniez, vous l'avez vu marqué partout sur l'île de Bréa, maintenant vous ne respectez pas les choses, et en effet, on peut être un petit peu plus dur. On ne peut pas vouloir venir sur un site d'exception et pas se comporter de manière exceptionnelle. Non, mais c'est ce qu'on veut. Un peu... que le message pendant la traversée ne va pas pouvoir être rallongé en disant ramenez vos déchets, en disant n'utilisez pas les bâtons de marche. Est-ce que même les vedettes de Bréa vont vouloir faire tout ce travail? Alors, par contre, ils ont déjà mis les affiches d'éco-citoyenneté sur leur site, déjà, donc ça c'est déjà fait. Certaines recommandations qu'on a eues avec
en dialogue avec les vedettes, mais aussi avec Sur-Mer, ils l'ont fait l'un et l'autre. Donc il n'y a pas de raison, on peut déjà essayer ça, on part de rien, donc autant essayer au moins. Et ça ne marchera certainement pas à 100%, mais si déjà on peut réduire un petit peu le fait que les gens laissent tout ici, qu'ils peuvent ramener un petit peu de l'autre côté, ça sera déjà ça de gagner. On est d'accord. Je pense qu'il faut agir sur tous les paramètres des déchets, hein. Il faut agir sur les quantités pour les gens qui sont sur l'île. Il faut effectivement agir au niveau pédagogique et peut-être avec des moyens plus accessibles, je dirais, sur les déchets. Il faut qu'on agisse sur le transport. On a un transport qui est actuellement, du fait qu'on n'a plus de système de compactage, etc., très très supérieur au transport de toutes les autres îles. Et puis il faut qu'on regarde nos recettes. On a été avisé aujourd'hui. Jusqu'à présent, on renvoie le verre, on renvoie le carton, etc. Et le SMITREN nous reverse une partie non négligeable des produits de la vente de ces éléments. On a été avisé qu'à partir de l'année prochaine, on risque d'avoir quasiment zéro. On n'a déjà touché que 40% de ce qu'on touchait avant pour le 3e et le 4e trimestre de l'année. Donc on voit par ailleurs que nos recettes vont diminuer. Et donc, pour moi, cette redevance spéciale, c'est un moyen de régler notre problème, je dirais, à 3-4 ans, en attendant d'avoir mis en place tous les autres systèmes qui nous permettront d'améliorer le problème des déchets dans leur ensemble. Et sans ça, ça fait 2 ans qu'on est négatif et on commence à être à court de solutions pour redresser le budget. Voilà, c'est les 2 budgets. On avait des craintes sur le budget des ports et je pense que finalement on va réussir in fine à équilibrer ce budget. Le point suivant d'information, c'est sur l'appel d'offres qu'on appelle les 3 bâtiments. Donc pour votre information, nous avons lancé les appels d'offres sur la plateforme Megalis pour le projet qu'on appelle les 3 bâtiments, hein, qui est un projet qui avait été initié il y a un petit moment. Il y a eu des problèmes avec l'architecte. Un nouvel architecte a été nommé. On a fini les documents DCE. On a tous les permis de construire qui sont valables. Et donc, on a lancé la consultation. Pourquoi certains pourraient penser qu'on va trop vite, mais on a des contraintes. Les 3 bâtiments, c'est l'extension de la salle polyvalente, c'est l'école et c'est la réfection de certaines parties de l'église. On a des contraintes de planning importantes au niveau de l'école. Pour l'école, on ne peut travailler que pendant les vacances de Pâques et pendant les vacances d'été, mais pendant les vacances d'été, du fait que certaines entreprises ferment, la période effective de travail est réduite. On attend le résultat. Les résultats des appels d'offres, c'est fin du mois. On veut essayer de faire les travaux de réfection de l'école durant l'été 2021. Bien évidemment, ça va dépendre du résultat des appels d'offres, mais on s'est donné cet objectif d'essayer de faire les travaux de l'école pendant l'été, ce qui nécessite de passer les marchés en fin d'année, voire début janvier. Donc on vous tiendra bien sûr au courant du résultat de ces appels d'offres. La bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu une subvention non négligeable du DSIL, à hauteur de 100 000 €, qui va nous permettre donc d'améliorer le financement de ces projets. Et par ailleurs, on cherche d'autres financements pour ces projets. Donc on vous tiendra au courant, mais pour l'instant, ces projets avancent. Le point suivant, c'est la convention pour le logement du Rosedo. Donc vous savez que le Rosedo, on avait fait une convention très courte pendant la saison pour permettre le logement des gendarmes qui passaient des nuits sur Bréa. Tout le monde était satisfait de cet arrangement et donc on a re-signé
avec phare et balise, une convention de mise à disposition maintenant pour 3 ans. Et on est en fin de discussion avec la gendarmerie pour re-signer la même convention sur 3 ans, ce qui nous donnerait une certaine visibilité et qui permettrait aussi à la gendarmerie d'avoir une certaine visibilité quant à l'organisation de la présence des gendarmes pendant l'été. Donc c'est quelque chose qui devrait être clair avant la fin de l'année. Le point suivant concerne le cimetière. On est actuellement dans une situation où il y a quasiment plus de place sur les 2 cimetières actuels, et donc on relance une procédure de reprise de concession. Il faut savoir que cette procédure dure 3 ans. Une procédure identique avait été relancée il y a quelques années, mais malheureusement, comme on ne l'a pas menée entièrement à son terme, on n'a pas pu en bénéficier au maximum. Donc on relance ça, sachant qu'on va avoir donc 3 ans avant d'avoir, je dirais, une situation plus claire sur ce sujet. Dans 2 jours, on va faire la cérémonie du souvenir au cimetière. J'ai eu un certain nombre de commentaires sur le fait que le cimetière n'était pas propre. Et en fait, quand on regarde dans le détail, les allées ont bien été nettoyées, mais les employés communaux n'ont pas le droit de nettoyer les tombes abandonnées. Et cette mauvaise impression que donnent nos cimetières actuellement est liée à ces tombes abandonnées. Il faut qu'on règle le problème. Donc on a relancé cette procédure. On a pris une personne du CDG pendant 1 mois pour bien lancer cette procédure. Voilà, le point suivant, c'est le représentant au CRT. Le CRT, c'est le Comité régional du tourisme. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que Stéphane Morleva a été élu à l'unanimité des maires des îles du Ponant pour être le représentant justement des îles du Ponant au Comité régional du tourisme de la région Bretagne. Et je le remercie, je le félicite, et je sais que Bréa sera particulièrement bien représenté grâce à Stéphane au sein de cet organisme. Le point suivant, c'est le nouveau site internet. Donc, on avait décidé de refaire le site internet. On a fait une consultation. Cette consultation est maintenant terminée. On a sélectionné une entreprise pour faire le nouveau site internet. On a avisé les entreprises qui avaient répondu. On avait 5 entreprises qui ont répondu. Donc, on a avisé les 4 entreprises qui n'avaient pas été retenues de cette situation. Et le nouveau site est actuellement en cours de préparation, je dirais. Et la mairie a déjà eu des réunions avec l'entreprise pour savoir comment on allait organiser le site. Si tu veux en dire un mot de plus. Oui, donc c'est la société Brest Press qui a été choisie pour réaliser le site de la mairie. Donc on espère qu'il sera terminé mi-décembre au plus tard. Donc il y a actuellement un site, dirais-je, temporaire sur le lien de la mairie pour pouvoir y mettre notamment les comptes rendus de la cellule Covid. Donc voilà, donc on travaille avec cette personne-là et puis avec Julienne sur la création du nouveau site. Voilà, et d'autre part, toujours dans la communication de nouveau site, il y a 2 personnes qui s'occupent de la communication. Il y a Dominique pour le site et Stéphane s'occupe de la page Facebook. Voilà. Et je te donne la parole, tu voulais préciser 2 petites choses. Tout d'abord, c'est sur la page Facebook donc, de la mairie de l'île de Bréa qu'on diffuse actuellement le conseil municipal, en sachant que quand on a décidé de créer cette page Facebook, c'était un moyen différent de communiquer, mais on voulait que ça soit pas alimenté de commentaires, etc. C'est-à-dire que je supprime régulièrement les commentaires qui soient positifs
ou négatif, hein, surtout dans une période un petit peu anxiogène comme en ce moment. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, vu comment ça part un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on s'est servi de cette page Facebook pour avoir un autre élément de communication, hein, d'accord, d'information auprès de la population. Alors en effet, tout le monde n'a pas Facebook, mais certaines personnes sur Bréa l'ont. Ça permet aussi à des gens qui sont résidents secondaires de pouvoir voir aussi par le biais de cette page ce qui se passe à Bréa. On ne fait que d'informations, hein, et par contre, je le répète, et c'est pareil pour la diffusion du live, hein, on supprimera les commentaires qui soient ou positifs ou négatifs pour éviter justement que derrière, hein, ça parte un petit peu n'importe comment, et je pense qu'en ce moment, on n'a pas besoin de ça tous, et voilà. Juste de l'information en tout cas. Merci. Le point suivant, on a eu pas mal de commentaires sur le fait qu'on avait beaucoup de tags qui apparaissaient sur un certain nombre de bâtiments communaux, sur les transformateurs, etc. Pour votre information, a priori, on va passer une convention avec Enedis et on va faire un test. Enedis, normalement, ne fait rien sur les transformateurs. Sauf que si la commune décide de prendre une action pour supprimer des tags ou faire quelque chose, Enedis est d'accord pour subventionner une partie du coût de cette entreprise. Donc l'idée qu'on a actuellement, c'est on va faire un test sur le transformateur qui est en face de la caserne des pompiers. On va prendre un graffeur professionnel, Stéphane ? Oui. Professionnel, à qui on va imposer le thème. Le thème sera justement les pompiers, ou la caserne des pompiers, et on va lui demander de cacher les tags horribles qui sont actuellement en place et de les remplacer donc par une fresque. Et on sera en partie financé par Enedis pour faire ce travail. Moi, je considère que c'est un test. Si on est satisfait de ce test, on verra le faire sur les autres transformateurs et à 2-3 autres endroits où on a les mêmes problèmes de tag. Si on n'est pas satisfait, il faudra trouver une autre solution. Est-ce que vous avez porté plainte pour ces tags? Non. Parce que c'est une impunité pour les gens qui font ça. Personnellement, j'ai porté plainte. D'accord. J'ai porté plainte et je pense qu'il est important que la commune le fasse parce que ça n'existait pas de façon très très marginale et à partir du moment où ça commence, et s'il y a une plainte de la commune, je pense qu'elle sera mieux instruite que s'il y a quelques particuliers qui le font. Ce qui nous intéresse aussi dans le fait de faire venir un graffeur professionnel, c'est que généralement, entre eux, c'est-à-dire entre ceux qui font des fresques murales et ceux qui marquent uniquement leur nom, là, comme les deux imbéciles qui ont quasiment fait tout Bréa, ils ne se saccagent pas les choses entre eux. Donc si on pouvait faire quelque chose de joli, d'intégré, et qui corresponde à la vie de Bréa, ça permettrait de... Je retiens votre suggestion. Pas que du respect de ces deux jeunes. on verra. Mais j'espère. Dernier point. Oui, c'est très bien. Juste cérémonie du 11 novembre, donc elle aura bien lieu. On suivra les recommandations, encore une fois, de la préfecture. La préfecture nous impose un maximum de 5 personnes. Donc nous avons avisé les 5 personnes qui participeront à cette cérémonie, avec un représentant des anciens combattants, un représentant des pompiers, un représentant des militaires et un représentant de la police. Voilà. Une question, monsieur le maire, si je peux me permettre. Je vais être amené à vous quitter, j'ai laissé le pouvoir à Émeric pour la fin de la séance. Très bien, merci bien. Le monument aux morts est maintenant au cimetière. Il y a un mât. Il n'y a pas de drapeau. Et je suis peut-être d'une génération où à un monument aux morts, il y a un mât. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le drapeau français? Voilà. Alors, on aura un drapeau pour la cérémonie, on aura un porte-drapeau, mais je prends votre commande. Parce qu'il y était, hein. J'ai vu Eric, il m'a dit je descends avec le drapeau. Ce matin, il m'a dit je descends avec le drapeau. Alors, est-ce que c'était là qu'il allait? Si on a un monument aux morts avec un mât, Oui. voilà, c'est un petit témoignage des générations C'est mieux. grâce à eux. Voilà, moi j'en ai fini avec les informations du maire, donc on passe à l'item suivant qui est questions diverses. C'était ma question. Pas de question. Ah bon, je pensais que...
Non, vous avez répondu. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va clore la séance à 7h40. Merci bien. Je vous rappelle qu'a priori, le prochain conseil municipal, Il faut le rendre, oui. le prochain conseil municipal aura lieu le 7 décembre. Et il sera aussi assez important parce que nous aurons a priori le résultat concernant les logements et on saura si on peut poursuivre ou s'il faut reprendre à zéro. Monsieur le maire, vous convoquez les conseils toujours un lundi Oui. et de plus en plus tôt. Il y a des gens qui travaillent. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions pour ceux qui travaillent